Merci Eric. D'abord bonjour à toutes et à tous et merci également à Myriam de m'avoir invité pour la première fois, j'espère pas la dernière, à cette manifestation dont j'apprécie beaucoup la liberté de ton en particulier, la discussion de ce matin l'a montré. Alors, merci Eric de rappeler qu'Areva s'est engagé depuis longtemps dans les énergies renouvelables. Ça n'est pas un effet de mode, ça n'est pas pour faire de la com, ça coûterait d'ailleurs bien cher pour faire de la com. C'est la volonté, dès la création d'Areva par Anne Lauvergeon, à qui Luc Courcel ne manque jamais de rendre hommage, de nous engager dans cette forme d'énergie, dans ces formes d'énergie que nos clients attendent et qui permettent également de produire des solutions sans CO2. Alors, Areva, inutile de le présenter, et je ne vais pas d'ailleurs vous dire des choses que vous n'attendez pas forcément aujourd'hui, mais vous savez que nous sommes une entreprise d'ingénieurs, une entreprise dont l'ADN, c'est de développer des solutions complexes, et c'est pourquoi nous nous sommes limités à un certain nombre de segments dans les renouvelables dans lesquels nous pensons pouvoir apporter quelque chose. Mais je précise dès maintenant que parce que le marché des renouvelables s'avère beaucoup plus difficile que ce que nous imaginions et que ce que beaucoup d'acteurs imaginaient, je rappelle les chiffres donnés par Robert Bell ce matin, les investissements ont quand même baissé de 40% depuis 3 ans dans ce secteur, globalement, pas dans tous les domaines, Thierry a de la chance, mais dans beaucoup d'autres domaines, ça a quand même été une décroissance extrêmement rapide. Donc, il faut faire attention, il faut se serrer les coudes, et nous avons choisi depuis 1 an de continuer dans cette voie, dans le cadre de partenariats industriels, géographiques, financiers, technologiques. Je vais vous donner quelques illustrations. Nous avons également, et je reprends là aussi vos mots, Robert, parce que votre exposé m'a paru très éclairant, nous sommes en situation de guerre. Il est clair que les renouvelables sont attaqués partout, en particulier par le charbon. Notre réponse, c'est évidemment la réduction des coûts. Nous devons réduire les coûts beaucoup plus rapidement. Et Eric, je crois que tu es un peu client d'Areva aussi. Donc ce message, tu me l'as déjà tenu. Nous devons réduire nos coûts extrêmement rapidement. Nous devons améliorer la performance de nos équipements. Et tout ça nous va très très bien. Dernier aspect des choses, nous sommes une entreprise du secteur public concurrentiel. Notre job, c'est aussi de créer des filières industrielles en France. Et dans l'éolien en mer, par exemple, pas très loin d'ici, nous allons créer des emplois pour installer des champs pour Iberdrola et GDF Suez. Voilà, ça c'est pour vous mettre en appétit. Restez encore quelques instants. Alors, j'ai quelques photos. Bon, ça je passe parce que vous connaissez et je l'ai dit. Voilà. Alors, je vais parler de 3 activités. Je ne vais pas parler du solaire thermodynamique qui a un marché extrêmement spécifique et qui ne se porte pas très bien, mais je vais vous parler rapidement, pour ne pas me faire gronder, de l'éolien en mer, de la bioénergie et du stockage d'énergie. Éolien en mer. Alors, l'éolien en mer, pourquoi d'abord? Pourquoi mettre des éoliennes en mer? Bon, une raison très simple pour tous ceux qui font du bateau. En mer, il y a beaucoup plus de vent que sur terre et il est de meilleure qualité. Les premiers champs que nous avons installés en Allemagne en 2009 nous le confirment, nous pouvons atteindre 50% de facteur de charge, ce qui dans l'éolien est formidable. Mais mettre une éolienne en mer, c'est un vrai challenge. Il faut en particulier protéger toute la partie électrique et mécanique des entrées d'air salé et humide, qui sont en général mortelles pour des équipements électriques, électroniques, contrôle-commande. On met l'intérieur de l'éolienne en surpression, c'est ce qu'on fait. Enfin, c'est l'inverse de ce qu'on fait dans un réacteur nucléaire qu'on met en dépression, mais c'est les mêmes technologies. Un exemple de très forte similitude. Une éolienne en mer, quand vous devez la réparer, il faut louer un navire, qui est un navire assez particulier. La location coûte entre 200 000 et 300 000 euros par jour. Vous avez donc intérêt à ce qu'elle ne tombe jamais en panne. Sur les éoliennes en mer de 5 MW, nous faisons une maintenance par an, qui dure 72 heures, avec 3 personnes. Et on essaye de ne pas y aller beaucoup plus que ça parce que ça coûte très cher, c'est dangereux et ce n'est pas du tout souhaitable. Réduire les coûts dans ce domaine, c'est un impératif absolu. Nous sommes plus chers que l'éolien terrestre, c'est évident, mais nous avons un potentiel de progrès beaucoup plus important. Et notre objectif, c'est en particulier de faire grossir la taille des turbines. C'est l'éolienne de 8 MW que nous avons proposée à GDF Suez
et grâce à laquelle, et puis avec votre savoir-faire, vous avez gagné le 2e appel d'offres du gouvernement français pour l'éolien en mer. C'est un produit que nous proposons également avec succès en ce moment au Royaume-Uni et en Allemagne. Bioénergie, c'est une activité plus traditionnelle. Oui, j'ai entendu dire qu'on faisait déjà de la bioénergie du temps de l'homme des cavernes. Nous avons construit une centaine d'installations, la première au Brésil il y a 40 ans. Quelqu'un a parlé du Brésil. Il y a 40 ans, le Brésil s'est engagé dans cette voie. Nous y sommes toujours très actifs. Mais nous souhaitons là aussi innover et donner un contenu technologique plus fort à cette activité qui, au départ, finalement, n'est qu'une activité d'ensemblier, on va dire, d'EPC. Nous avons donc développé, avec d'autres et aux côtés et en concurrence d'autres acteurs, une technologie de torréfaction qui permet de transformer des produits agricoles, des produits frais ou des sous-produits ou des produits forestiers en charbon que nous n'hésitons pas à qualifier de charbon vert ou bio-charbon, bio-coal. Et cela, c'est intéressant parce que cela permet de faire du co-firing dans des centrales à charbon, donc de réduire leurs émissions de CO2. Cela permet aussi de valoriser des matières qui ne sont pas valorisées. Je pense aujourd'hui, par exemple, aux feuilles de bagasse, aux feuilles de canne à sucre, et à la bagasse, qui est souvent brûlée de façon, je dirais, anarchique, à l'air libre pour les feuilles de canne à sucre. On pourrait transformer ces produits à des coûts très raisonnables. Ensuite, il faut bien sûr les acheminer et en faire un substitut du charbon. Ça, c'est important. On a piloté ce procédé en France. Nous avons produit plusieurs dizaines de tonnes de biocoal près de Lille et nous allons développer un projet industriel à l'étranger. Stockage d'énergie, très rapidement, parce que c'est un domaine très vaste. Je dirais d'ailleurs les stockages d'énergie. Il y a différentes natures de besoins, suivant les capacités, suivant les quantités d'énergie dont vous avez besoin, les durées pendant lesquelles vous en avez besoin. Nous sommes sur 2 segments très particuliers. L'électrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène. Cette électrolyse, elle peut absorber de l'électricité renouvelable en excès, ou de l'électricité nucléaire en excès, ça peut arriver. Et la pile à combustible qui permet de recombiner, de reproduire, disons, de l'électricité et de régénérer l'eau. Des applications bien spécifiques. Dans tous ces domaines, nous avons réellement mis en œuvre des synergies techniques, j'insiste sur celles-ci, il y en a d'autres, fortes, entre nos équipes nucléaires et nos équipes renouvelables, et le va-et-vient entre les personnes est absolument continu. Le diagramme ici vous montre que cela n'est pas une histoire récente, c'est même, je dirais, une histoire qui prend du temps, parce que contrairement à une idée qui ne circule pas dans cette pièce, mais dans la rue, les renouvelables, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est techniquement très compliqué, surtout celles dans lesquelles nous sommes, mais pas que. Ça demande vraiment des mises au point extrêmement lentes. Alors, comment nous envisageons l'avenir? Nous avons aujourd'hui, dans un certain nombre de nos activités, j'essaye d'avancer, un solide retour d'expérience qui nous permet de nous projeter vers des produits plus compétitifs et plus performants. Dans l'éolien en mer, plus de 10 ans d'expérience. La première éolienne en mer en 2009. Nous en avons déjà installé 126. Le communiqué de presse va sortir. Nous achevons notre 3e projet en Allemagne ces jours-ci. Et nous avons gagné 3 champs en France lors du premier appel d'offres avec Iberdrola et lors du 2e avec GDF Suez. Cela va nous permettre de créer au Havre et dans le Grand Ouest, au Havre une usine d'éoliennes, une usine de pales, et dans le Grand Ouest tout un réseau de fournisseurs, jusqu'ici, pour des pièces qui peuvent être extrêmement conséquentes. Ça, c'est très important, c'est un métier local. Dans la bioénergie, 38 ans d'expérience, mais une évolution vers des technologies plus sophistiquées. Dans le stockage d'énergie sur lequel nous sommes positionnés, plus de 10 ans d'expérience et 3 démonstrateurs, il n'y en a que 2 qui sont cités ici, un avec GDF Suez, un en Corse, c'est le projet MIRT, qui vise à démontrer que l'on peut assurer l'autonomie énergétique d'un système isolé, une île, un morceau d'une île, avec nos moyens, et nous avons mis en service plus récemment un projet du même type en Bavière. Alors, des technologies d'avenir, il en faut, parce que la réduction des coûts est un impératif. L'éolienne de 8 MW, j'en ai parlé, ça sera la plus grosse du monde. Aujourd'hui, c'est en tous les cas la plus grosse qui est proposée commercialement. L'électrolyseur à membrane, nous y croyons.
Sur l'électrolyse, il y a une controverse dans laquelle je ne vais pas rentrer entre différentes technologies, mais nous, et un très gros énergéticien allemand dont je ne vous donnerai pas le nom, nous croyons à la membrane et à l'échange de protons sur membrane. Et puis la torréfaction, j'en ai déjà parlé. Mais nous entrons également dans des nouveaux domaines sur lesquels nous investissons des sommes raisonnables, mais nous y croyons. L'éolien flottant, qui sera un vrai relais pour l'éolien en mer dans toutes les zones où on ne peut pas poser de fondation. Tout ce qui fait plus de 50 mètres de profondeur. Et c'est la vaste majorité, évidemment, des mers et des océans, la Méditerranée, le Japon, très important, peut-être un jour les États-Unis quand le gaz de schiste sera épuisé. Et nous avons pris une participation importante dans une entreprise, une start-up. Nous aimons coopérer avec des start-up qui s'appelle Nénuphar et qui a mis au point une éolienne à axe vertical, ce qui est mécaniquement très intéressant. Très intéressant. Batterie et circulation, nous ne sommes pas, bornés et nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot. Nous regardons ce qu'on appelle les flow batteries en anglais, qui permettent une production d'énergie illimitée, pour autant que vous ayez des réservoirs assez grands pour mettre les réactifs. Et puis nous travaillons, mais là je ne développerai pas beaucoup, le temps manque et c'est très technique, les biofuels de deuxième génération. Voilà en très résumé ce que nous faisons, mais encore une fois, les challenges sont réellement énormes, même pour un groupe de la taille du nôtre. Les marchés sont très difficiles et nous appelons de nos voeux toute forme de partenariat technique, industriel, financier, géographique, pour aller plus vite dans ces domaines.